Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission hebdomadaire de ce samedi 9 mars 2024. Nous recevons ce matin notre invité, M. Kiyoshi, sur Migration FM, qui est une radio d'information essentiellement dédiée à la promotion et de l'immigration francophone au Canada et l'intégration culturelle de nouveaux arrivants. Par le truchement des émissions, des reportages, des documentaires, des débats et des interviews, notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails des procédures des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir différents acteurs. Avec un vaste auditoire composé dans sa grande majorité des francophones d'Afrique et d'Europe, Immigration FM ambition d'être un promoteur de l'immigration francophone au Canada et un vecteur d'intégration multiculturelle et interculturelle. Dans le cadre de notre édition hebdomadaire de ce samedi 9 mars 2024, M. Kiyoshi Mokai, membre du comité exécutif du collectif Québec Réunifié, est notre invité. Tout au long de cette émission, à de nombreuses auditrices et de nombreux auditeurs à travers le monde, il va élaborer autour du thème regroupement familial et certificat d'acceptation du Québec. Ces dernières semaines, il y a eu... Bonjour, Monsieur Mokai. Bonjour, merci de m'avoir invité sur votre plateforme. Enchanté, ça fait plaisir. Ces dernières semaines, donc, il y a eu des rebondissements autour de cet épineux problème du regroupement familial grâce à la pression du collectif Québec Réunifié. Les lignes semblent bouger aussi bien au niveau du gouvernement fédéral que provincial. Des passes d'armes ont été observées entre le ministre fédéral de l'immigration, Marc Miller, et son homologue du Québec, Christine Fréchette. M. Miller, dans une déclaration récente, exige l'accélération des dossiers en réunification familiale au Québec. Réponse de la bergère au berger, Christine Fréchette du Québec martèle que le Québec est le seul à déterminer ses cibles d'immigration permanente. L'appui du fédéral, selon elle, ne reflète pas la volonté de la nation québécoise. Autre fait saillant autour de ce dossier, l'annonce d'un tête-à-tête le 15 mars prochain entre le Premier ministre du fédéral, Justin Trudeau, et son homologue du Québec, M. Legault. Jusqu'ici, rien n'a filtré concernant les points à l'ordre du jour, mais tout semble indiquer que la réunification familiale au Québec va dominer les pourparlers. Regroupement familial et certificat de sélection du Québec, notre invité que nous avons déjà présenté au début de cette émission nous en dira davantage. Bien entendu, vos questions sont les bienvenues via notre page Facebook ou par WhatsApp, le numéro étant affiché au bas de l'écran. Rebonjour, M. Mokai. Oui, bonjour. Quelle est votre analyse du développement de l'actualité de ces derniers jours autour de la question du regroupement familial au Canada et plus précisément au Québec? Ben, comme vous venez de dire, on a écouté l'annonce du ministre Miller qui dit qu'ils vont plus respecter les limites établies par le Québec. Qu'est-ce que ça veut dire dans le long terme? Ça reste à voir. Il y a plusieurs rumeurs qui flottent en ce moment. Si le gouvernement du Québec va ralentir la délivrance des CSQ, ou comment ça va fonctionner, ça reste à voir. Je pense que la semaine prochaine, François Legault et Justin Trudeau vont avoir une rencontre pour parler davantage de la situation avec l'immigration au Québec. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, comme vous, on est en train de digérer ça pour déterminer exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut parler du bout du tunnel, là? Oui. Est-ce qu'on peut dire que les choses sont en train d'avancer dans le bon sens? C'est vraiment difficile à dire parce que il y a beaucoup de discours. C'est comme un jeu de ping-pong. Ça a toujours été comme un jeu de ping-pong entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Et les gens, ils parlent beaucoup, ils blâment souvent l'autre, mais malgré tout le discours, des fois, on voit peu d'action. Donc, c'est pour ça que j'hésite un peu à dire que si
quel va être, comme vous dites, au bout du tunnel, qu'est-ce qu'on va voir, parce qu'on ne sait pas en ce moment. Je peux dire que, juste pour Québec réunifié, on essaie toujours d'être en constante communication avec le gouvernement pour déterminer exactement quel est leur plan d'attaque. On est en communication avec le cabinet de Marc Miller par rapport à la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Frégette. Ça a été un peu plus difficile. On n'avait pas encore eu une rencontre face à face avec elle. Mais on va voir ce qui se passe. Parce que si on se souvient, on sait qu'il y avait aussi beaucoup de discours dans le passé concernant les visas visiteurs, comment les agents allaient assouplir un peu leurs exigences et accélérer le traitement aussi, mais en pratique, on n'avait pas vraiment vu ça. Donc, je dis que le discours est bon, mais par rapport à l'action, il faut vraiment voir ce qui se passe. Et je pense qu'on va pas avoir trop de nouveaux détails avant quelques semaines. Si je comprends bien, vous estimez que c'est des discours démagogiques, c'est ça? Comment? Est-ce que c'est des discours démagogiques selon vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Des personnes qui attendent ce regroupement familial. Dans le fond, il n'y a aucune réalité, quoi. Comme j'ai dit, je pense qu'on va voir parce qu'on pense que ça va être une bonne chose. C'est bon ce que M. Miller a dit. Il a dit que ça va prendre à peu près 3 ans pour vider l'arriéré. Mais pendant ce temps-là, on ne sait pas ce qui va passer du côté Québec. S'ils vont ralentir les CSQ parce que sous la loi, le seuil établi par le Québec, notre interprétation, ce n'est pas comme une limite fixe que le Canada est obligé de respecter. C'est plutôt un objectif à atteindre. Donc, si le Canada décide de dépasser ce limite, ils peuvent le faire, mais je pense que sous les lois actuelles, ils ne peuvent pas compléter le traitement des dossiers destinés au Québec sans le CSQ. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer avec la délivrance des CSQ par le MIFI. On sait que ça a été allongé un peu pendant l'année dernière. Avant, il était 25 jours pour traiter un CSQ. Maintenant, on est rendu à 3 mois. Donc, on va voir si l'arriéré est vraiment vidé ou si il est tout simplement déplacé vers le provincial. Mais ça entre un peu aussi dans le jeu politique parce que maintenant, le Québec continue à blâmer le fédéral blâme le Québec. Mais si l'arriéré est déplacé vers le Québec, le Canada pourrait dire qu'ils ont tout fait, puis ça reste avec le Québec qui va refléter très mal au gouvernement provincial actuel. Ça, c'est mon avis. Mais on verra. Et aussi, dans 3 ans, on va commencer à entrer probablement dans une autre élection. Ils vont revisiter les seuils. Le plan d'immigration, je pense, en 2026, qui sont dit quand ils vont tenir des autres discussions comme les commissions avec les relations avec les citoyens. Donc, on verra. Mais c'est un peu tôt en ce moment de dire exactement, concrètement ce qui va se passer. Ben, est-ce qu'on peut dire que le discours de Miller est quand même venu provoquer un ouf de soulagement parmi les familles qui attendent? Oui, je pense que ça a provoqué, oui, un soulagement avec les familles. Oui, définitivement. Mais il y a on a comme une bataille à 2 fronts. On a le champ de bataille chez le fédéral et le champ de bataille au Québec. Donc, si ça va au moins rendre, je pense que ça va rendre la lutte un peu plus simple parce que si le fédéral est vraiment sur nos côtés, mais par rapport au Québec, il faut voir ce qui se passe. Merci, M. Mukai. Nous allons souffler la musique et nous revenons juste après. Chauffer, balancer, chauffer, balancer, chauffer, balancer. Oh,
Dokolende way. Owa. Owen. Owa. Dokolende way. Parlons du groupement familial et du certificat de sélection du Québec. Pour information de nos auditrices et auditeurs, le certificat de sélection au Québec est un document attestant qu'un candidat a été officiellement sélectionné par l'immigration par la province du Québec. Selon le processus d'admission, une fois qu'ils ont obtenu le certificat de sélection du Québec, les candidats deviennent éligibles pour soumettre une demande officielle de résidence permanente. Pour immigrer au Québec donc et obtenir sa résidence permanente canadienne, il faut d'abord obtenir un certificat de sélection du Québec, du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Dites-nous, M. Mokai, pourquoi le CSQ fait problème pour la réunification des familles au Québec? Et comme vous savez, ici au Québec, le Québec est chargé de sélectionner ses propres immigrants. Donc, le fédéral peut pas traiter une demande de résidence permanente sans le CSQ. Alors, pour le regroupement familial, la façon dont ça marche, juste pour donner une idée à nos internautes, avec le regroupement familial, il faut appliquer au fédéral d'abord. Ça, c'est en contraste avec les autres programmes destinés au Québec, mais il faut postuler d'abord pour la résidence permanente. C'est le fédéral IRCC qui s'occupe de la vérification des antécédents, de code police, juger si la relation est légitime, si le parrain et le demandeur sont admissibles. Le Québec, par contre, il donne un CSQ après l'évaluation financière, mais pour la plupart des familles, il n'y a pas d'exigence financière parce que il y a seulement une déclaration d'autonomie financière s'il y a des petits-enfants. Mais si on parle des couples sans enfants ou des couples avec enfants, il n'y a pas d'évaluation financière. Donc, pour ça, la délivrance pour ce programme, le regroupement familial, la délivrance du CSQ est plutôt juste si je peux dire, une tâche administrative. Je sais pas exactement pourquoi ça prend 3 mois, honnêtement. Peut-être c'est juste parce qu'il y a un très gros arriéré, mais il vérifie seulement que les deux personnes, ils prennent pas de l'aide sociale. Mais si c'est pas le cas, normalement, ils approuvent le CSQ, puis le fédéral peut continuer à traiter la demande de résidence permanente. Ça veut dire que le fédéral pourrait terminer, en effet, le dossier, mais sans le CSQ, il peut pas approuver la résidence permanente. Par contre, avec d'autres programmes comme travailleur économique, par exemple, moi, je connais très bien ce processus parce que moi-même, je suis arrivé au Québec en tant que travailleur économique. On postule au Québec d'abord, puis c'est Québec qui fait toute l'évaluation, l'éducation, l'expérience professionnelle, connaissance du français avant d'octroyer un CSQ et puis avec le fédéral après, avec un CSQ travailleur économique, c'est pratiquement automatique. C'est le fédéral qui est juste en charge des examens médicaux et les antécédents, les certificats de police. Mais avec le regroupement familial, la plupart du travail tombe sur le fédéral. C'est le fédéral qui décide qui peut qualifier pour la résidence permanente et c'est plutôt le Québec qui donne seulement son approbation. Oui, ben, si je comprends bien, le blocage vient du Québec et non du fédéral par rapport à ce problème de regroupement familial. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a 2 choses à mentionner parce qu'avant le discours de Monsieur Miller, il y avait 2 blocages. Il y a le blocage du CSQ, s'il y a un retard avec la délivrance de CSQ, les demandes de résidence permanente ne peuvent pas avancer. Mais aussi, c'est le fédéral qui essayait de respecter les limites établies par le Québec. Ça a été confirmé dans les BVC. On avait eu des membres qui ont reçu déjà des lettres provenant des BVC qui disaient, à cause des seuils établis par le Québec, votre application est en attente. On pouvait aussi voir ça écrit sur la page des délais de traitement de DIRCC. Donc, on savait avant que
le fédéral retenait les applications et moi-même, moi avec ma femme, on en était victime de ça parce que ma femme avait reçu on avait tous les deux reçu nos admissibilités complétées. C'est-à-dire que moi, j'étais admissible comme parrain, elle était admissible comme demandeuse et on avait reçu ces deux lettres au même temps en mai 2023. Par contre, après ça, il n'y avait pas de mouvement. On avait demandé les notes SMGC, qui sont les notes que les agents écrivent dans le système de gestion mondiale des cas, pour déterminer où on était dans le processus. Et ce qu'on a reçu dans nos notes était que tout a été complété, sauf qu'une dernière étape avec un dossier venant des États-Unis, une vérification des antécédents judiciaires qui devait être coché comme terminé. Mais à part de ça, tout était complété. Il y avait même des notes de l'agent dans nos notes qui disaient qu'il n'y avait aucun doute quant à la relation. Mais ça a vraiment resté comme ça pendant les 8 prochains mois. Et finalement, 8 mois plus tard, on a reçu l'invitation portail qui est pour les internes, essentiellement la confirmation que la résidence permanente avait été approuvée. Mais pendant ces 8 mois-là, on était vraiment à l'arrêt. Toutes les étapes étaient complétées. C'était juste mis en attente par le fédéral. Et on a reçu notre confirmation, notre approbation le 3 janvier. Donc, c'est-à-dire que le 1er janvier, on a des seuils qui sont fixés par le Québec. On essayait de suivre ça chaque mois, mais le 1er janvier, les limites tombent à 0, puis ça recommence. Donc, c'était plusieurs autres gens qu'on a vus dans les groupes Facebook qui commençaient aussi à recevoir leurs approbations aussi. Donc, pour moi, c'est de l'évidence que tout était bon, tout était complété, mais c'est le fédéral qui essayait de respecter les limites du Québec et refusait tout simplement d'approuver la résidence permanente. Maintenant, avec le discours de M. Miller, on va voir ce que ça donne. S'ils vont vraiment, je pense que quand j'ai lu le communiqué et quand j'ai écouté le discours, il a donné les ordres à ses agents de traitement d'octroyer la résidence permanente à tous les gens qui ont déjà eu un CSQ. Pour le reste, je sais pas trop. Donc ça, c'est comment ça va affecter les gens déjà dans le système. Donc, vous m'avez demandé si les familles devraient se sentir soulagées. Je pense que définitivement pour tous les gens qui sont déjà dans ce stade-là en attente, qui ont déjà leur CSQ, qui voient comme les applications à l'arrêt, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, avec les autres qui n'ont pas encore de CSQ ou qui n'ont pas encore commencé, ça reste à voir ce qui va se passer parce que le Québec n'a pas encore dit exactement ce qu'il va faire par rapport à la délivrance des CSQ. Donc, je ne peux pas vraiment commenter là-dessus. Effectivement, M. Mukai, dans l'une de ses dernières déclarations, M. Marc Miller informe qu'il a décidé de donner l'instruction à son ministère de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs de regroupement familial ayant reçu un CSQ, soit l'équivalent d'environ 20 500 demandes en date du 31 janvier 2024. Est-ce que ça dit que le Québec a délivré 20 500 CSQ? Oui, dans le passé, oui. Oui. C'est intéressant parce que le Québec a toujours blâmé le fédéral pour les arriérés. C'est le fédéral aussi qui blâme le Québec. Mais en même temps, même si le Québec a établi, et ça c'est quelque chose qu'on comprend pas vraiment non plus, c'est le fait que le Québec parle toujours de ces seuils annuels qui sont fixés une limite. Il peut pas accepter plus de, je pense, 10 600, peut-être ça un peu plus, un peu moins maintenant. Mais en général, 10 600 résidents permanents dans cette catégorie parrainée. Mais en même temps, il continue à délivrer des CSQ. Comme j'ai dit tantôt,
la délivrance de CSQ avec le regroupement familial, s'il n'y a pas d'aide sociale, s'il n'y a pas de petits-enfants, c'est vraiment juste, ils vérifient tout ça, puis ils octroient les CSQ. Pour la part, sur le côté du Québec, il n'y a pas d'évaluation de légitimité de la relation, il n'y a pas d'examen médicaux, tout ça, c'est géré par le fédéral. Donc, c'est comme une tâche administrative dans le sens que le Québec continue juste de délivrer des CSQ comme une machine qui roule, mais en même temps, ils disent au fédéral de ne pas terminer le traitement. Donc, ça crée les arriérés s'accumulent, les applications s'accumulent côté fédéral et il semble que le fédéral ne veut plus être blâmé pour ça, puis ils vont juste dire qu'ils vont continuer, ils vont ignorer le Québec et traiter tous les dossiers qui ont un CSQ parce que légalement, ils peuvent le faire. Si quelqu'un a déjà reçu son CSQ, la signification d'un CSQ est littéralement certificat de sélection du Québec, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été sélectionné par le Québec. Donc, quelqu'un qui a reçu un CSQ, en effet, a déjà été sélectionné par le Québec. Le Québec est déjà conscient que cette personne fait des démarches. Ils ont revu ce qui se passe avec l'application. Ils sont au courant. Donc, ils approuvent. Ils ont fait l'action d'approuver cette personne-là. Donc, cette personne devrait être admissible à recevoir la résidence permanente à ce stade. Donc, c'est ça que IRCC va essayer de faire, c'est ce que je comprends. Ils vont juste traiter tous ces dossiers-là, mais ça va pas être tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup d'applications. Donc, ça va être comme étiré sur une période de 3 ans. Après, c'est difficile à dire ce qui va se passer parce que le Québec pourrait réagir en ralentissant les CSQ. Je sais pas exactement ce qui va se passer là-dessus, mais c'est une possibilité. Donc, comme j'ai dit, pour les gens qui sont déjà dans le système, qui ont déjà eu le CSQ et qui attendent la résidence permanente qui est presque à la fin, je pense que ça devrait être accueilli avec une positivité. Pour les gens qui n'ont pas encore commencé, il faut vraiment voir ce qui se passe, surtout avec la réunion que M. Trudeau et M. Legault vont avoir la semaine prochaine pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et puis, on peut continuer à déterminer quel sera plus précisément notre plan d'attaque. M. Moka, des auditeurs et auditrices veulent savoir ce que c'est que le CSQ. Vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? OK, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le CSQ? C'est-à-dire, veut savoir c'est quoi le CSQ, ce document-là, il sert à quoi? OK, oui, le CSQ, donc, sous les lois d'immigration du Canada, le Québec a le droit de choisir ses propres immigrants. Je peux expliquer ça d'un point de vue travail économique parce que des fois, ça éclaircit un peu. Normalement, pour les gens qui veulent venir travailler au Québec, ils doivent postuler au Québec. Ils envoient pas leur application au Canada, ils envoient leur application au Québec. C'est le Québec qui évalue en bref, s'ils veulent accepter cette personne-là. Et puis après, le Québec donne un CSQ, il y a un document qui dit « Oh, je suis accepté par le Québec ». Après, avec le CSQ, le fédéral est obligé de donner la résidence permanente, à moins que cette personne réussisse les examens médicaux et n'a pas d'antécédent judiciaire. Pour le regroupement familial, ça confond beaucoup de gens parce que c'est un peu l'inverse. On applique au fédéral d'abord, et la raison pour ça, c'est parce que le Canada, le Québec contrôle son immigration économique, mais le fédéral, historiquement, a toujours contrôlé les réfugiés et le regroupement familial. Donc, c'est pour ça qu'on postule pour la résidence permanente directement avec le fédéral, et le fédéral fait toutes les vérifications, mais puisque c'est quelqu'un qui est destiné au Québec, c'est le Québec qui doit délivrer un CSQ avant que cette personne puisse être acceptée, puisse terminer sa demande de résidence permanente. Le CSQ est aussi exigé au Québec pour
faire certaines démarches d'immigration une fois sur le territoire, par exemple la francisation, objectif intégration, objectif emploi qui aide les gens à se trouver un emploi. Et ça donne autres avantages aussi. Donc, Oui, hein. essentiellement, le CSQ, c'est un document qui est reconnu par le Québec pour les immigrants. Mais puisque le Québec fait partie du Canada, tous les détenteurs de CSQ ont besoin de la résidence permanente délivrée par le Canada. Oui, en bref, le CSQ, c'est une sorte de résidence permanente pour le Québec. Je crois que c'est ça. Oui, C'est ça, oui. exactement. Monsieur Moukaï, Les est-ce que gens votre... qui arrivent, Allez-y. Oui. oui, les gens qui arrivent dans une autre province ou qui ont comme une autre province comme destination, ils n'ont pas besoin de faire le CSQ. Donc, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est juste le fédéral qui traite la résidence permanente et c'est tout. Donc, avec le Québec, c'est plus bureaucratique parce qu'il y a deux paliers de gouvernement. Il y a le gouvernement fédéral, il y a aussi le gouvernement provincial. Et si vous suivez les nouvelles, vous savez qu'ils s'entendent pas très bien. Il y a toujours tête à tête. Donc, ça crée des conflits. Et malheureusement, les familles, nous, on est coincés entre les deux. Dans la bureaucratie. C'est un peu de la bureaucratie québécoise. C'est ça. Oui, mais c'est pas juste la bureaucratie. La bureaucratie avec les arriérés, oui. Mais il y a aussi les jeux politiques. C'est que chacun veut son pouvoir. Puis le truc qu'il faut comprendre avec l'immigration ces jours-ci, je viens de voir une entrevue, je sais pas, ou peut-être c'était Radio-Canada, mais le problème avec l'immigration aujourd'hui, ça a devenu très politisé. Avant, c'était pas comme ça. Donc, les politiciens, ils utilisent l'immigration pour gagner leurs élections, faire avancer d'autres priorités aussi. On peut voir comment l'immigration est maintenant intercalée avec le logement, les étudiants internationaux, tous ces autres, les soins de santé, il y a tous ces autres enjeux maintenant, sujets qui sont entrés dans la discussion. Puis, c'est comme les immigrants sont utilisés comme un moyen on est comme, je sais pas, on est un peu comme des pions utilisés par les politiciens. Donc, c'est très déplorable qu'on est rendu là, mais c'est juste pour vous dire pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est toujours un jeu de ping-pong entre les deux gouvernements qui veulent avoir leur mot à dire. Quand on regarde la situation actuelle, on a l'impression que le Québec se dit, ben, je n'ai plus besoin d'immigrants. Est-ce votre avis? Non, en fait, on a une très grande pénurie de main-d'œuvre, mais j'ai parlé beaucoup de l'intégration. Je pense que selon nos expériences, l'intégration n'est pas bonne. On a un gouvernement qui, d'abord, je vais parler de pénurie de main-d'œuvre pour les gens qui connaissent pas la situation. On a maintenant une pénurie de travailleurs dans plusieurs secteurs, notamment la construction. C'est une des raisons pourquoi il y a une crise de logement. Il n'y a pas de gens qui peuvent construire des maisons assez rapidement. Mais en même temps, on a beaucoup de terrain ouvert. Donc, il y a de l'espace pour les bâtir. C'est juste qu'il n'y a pas de travailleurs dans la construction. Avec les soins de santé, c'est la même chose. Il n'y a pas des infirmiers, il n'y a pas de médecins de famille. Donc, c'est pour ça, les politiciens, ils utilisent ces enjeux-là pour dire, c'est parce qu'on a trop d'immigrants puis ça pèse trop sur le système. Mais le truc qu'ils ignorent, c'est que les immigrants peuvent remplir ce poste-là. On a plusieurs gens, même dans notre catégorie, le regroupement familial, il y a plusieurs gens, même si l'éducation n'est pas évaluée, il y en a beaucoup de gens qui travaillent en construction. Ma femme, personnellement, elle est architecte. Elle travaillait en tant que superviseuse de chantier au Guatemala. On a plusieurs gens qui ont de l'éducation, de formation en soins infirmiers, infirmiers auxiliaires, tous les gens qui travaillent dans les cliniques et les hôpitaux. Mais je dirais que la raison pourquoi ces gens-là, ils travaillent, pourquoi les gens entrent au Québec, mais ils travaillent pas dans ces secteurs, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes avec
avec l'intégration. Et c'est pas la faute des immigrants, parce que le gouvernement, la population essaie toujours de blâmer les immigrants pour le manque d'intégration. Je dirais, selon mon expérience, et moi, je suis arrivé ici en tant que travailleur économique, j'étais dans les programmes du MIFI, objectif emploi aussi. J'avais des conseillers avec Accompagnement Québec. Ma femme, elle est venue ici sans parler français. Il devait faire la francisation. Et ce qu'on a découvert, c'est que les programmes du gouvernement et les programmes des organismes financés par le gouvernement, ça marche vraiment pas bien. Par exemple, quand ma femme, elle était dans la francisation, il y avait une trentaine d'élèves pour une seule prof. Le prof, une partie du temps, elle a attrapé la COVID, elle était malade, mais en même temps obligée d'enseigner en présentiel parce qu'il n'y avait pas de prof. Les élèves, ils passaient leur temps à nettoyer les salles de classe parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Donc, c'est ça qu'on voit que c'est pas vraiment efficace. Et avec l'intégration, on a fait ça, on a pensé que, parce que c'est conseillé, ils ont des liaisons avec Emploi Québec, il y a une base de données des entreprises qui cherchent à embaucher des immigrants, que ça va être plus facile, mais c'était pas le cas. Les conseillers étaient souvent injoignables. Les réunions étaient pas super efficaces. Quand j'ai fait mon rendez-vous avec ma conseillère, elle m'a parlé de comment améliorer mon profil LinkedIn plutôt que comment comprendre le marché du travail ici au Québec. Ma femme est architecte, qui est un métier réglementé. Il y avait personne dans ce programme-là qui lui a dit quoi faire, comment trouver le bon chemin, comment faire évaluer ses compétences. Et ça a pris 1 an de sa propre recherche pour déterminer, elle devait envoyer un dossier complet de ses évaluations, de ses compétences à un autre professionnel. Et puis cet autre professionnel prend maintenant 6 mois pour évaluer. Ce dossier est toujours en attente. Pendant ce temps, elle n'a pas de permis d'exercice. Elle peut pas continuer sa carrière. Elle peut pas continuer son éducation parce qu'elle sait pas quel cours université à suivre. Donc, en même temps, ça, c'est vraiment l'enjeu sur le terrain. Pendant que la ministre de l'Immigration, le gouvernement du Québec, il semble vraiment pas au courant de tout ça. J'étais avec Québec Réunifié dans les commissions des relations avec les citoyens en septembre 2023. On a eu notre présentation pour le regroupement familial. La ministre de l'Immigration, elle a parlé beaucoup de l'intégration, comment on allait intégrer nos époux, nos épouses. Et je lui ai dit clairement, directement que ça fonctionne pas. Tout ce que je vous ai dit, peut-être j'avais pas le temps de dire les mêmes détails que maintenant, mais je lui ai dit que ça fonctionne pas. Si on voit les nouvelles, on a l'impression que le Québec est complètement déconnecté de la réalité. Ils pensent que la francisation, ça marche. Ils pensent que l'intégration, ça marche. Et si les immigrants réussissent pas, s'ils entrent pas, ils n'arrivent pas à percer le marché du travail ici, c'est leur faute à eux. Mais c'est vraiment pas mon expérience. Et je suis vraiment surpris et je trouve ça très choquant que le gouvernement, ils sont vraiment les gens qui devraient savoir. Le ministre de l'Immigration, le ministre du Travail, Jean Boulet, complètement déconnecté, pense que 80% des immigrants parlent pas français, travaillent pas, c'est juste comme statistiques, c'est comme des statistiques inventées. Donc, pour répondre à votre question en bref, oui, on a besoin des immigrants, mais quand on voit que les immigrants ont des difficultés à résoudre, à aider avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut vraiment voir comme le grand portrait de ce qui se passe et il y a beaucoup de travail à faire côté intégration. Nous allons souffler en musique et nous reviendrons juste après. Merci de suivre notre invité sur Immigration FM pour cette émission hebdomadaire du samedi 9 mars 2024. Monsieur Moukaï, les professions réglementées, est-ce un frein pour l'épanouissement des immigrations au Québec en particulier et au Canada en général?
Comment j'ai pas entendu, pardon? Parlons des professions réglementées. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la construction, qui est une Ok, profession oui. réglementée. Est-ce que c'est un frein pour l'épanouissement des immigrants au Québec? Oui, je pense que actuellement, c'est comme une entrave à l'intégration au marché du travail. Je peux pas parler pour les autres métiers. Je sais qu'on a des membres qui travaillent dans les soins de santé, qui sont infirmiers. Je ne peux pas parler trop de ça, mais ce que j'ai lu dans le devoir, c'est que l'examen pour faire évaluer les compétences, le taux de réussite n'est pas très élevé, au point où il devait baisser un peu leurs critères. Donc, je pense que ça pourrait être un signe que peut-être c'est trop ardu et trop difficile le chemin à continuer. On parle pas des gens qui commencent à zéro. On pense que on parle pas des gens qui commencent à zéro. On parle des gens qui ont déjà eu une carrière dans un autre pays, qui ont déjà reçu une formation. Donc, ils vont juste faire évaluer leurs compétences. Peut-être il y a quelques trucs qu'ils doivent apprendre, comme les choses sont un peu différentes ici au Québec, mais ça veut pas dire que leur éducation est nulle. Il faut vraiment, ils veulent juste faire reconnaître leurs compétences à leur éducation pour obtenir un permis d'exercice ici au Québec. Quant à ma femme, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a perdu à peu près 1 an parce qu'elle savait pas quoi faire. Elle avait une conseillère avec intégration emploi qui savait pas trop quoi faire. En fait, c'était une autre conseillère chez Accompagnement Québec qui lui a donné une liste de toutes les étapes nécessaires. Donc, pour quelqu'un, un architecte au Québec, il faut faire une demande avec le CCCA. Je utilise la construction comme un exemple parce que c'est là où j'ai un peu plus d'expérience. Le CCA, c'est le Conseil canadien de certification d'architecture, je pense. C'est un peu compliqué, c'est quelque chose comme ça. Ils sont basés à Ottawa. Et pour faire ça, il faut envoyer une boîte de documents remplie avec les décrets universitaires, les diplômes universitaires, pardon. Toutes les descriptions des cours, parce que c'est pas assez pour quelqu'un de juste voir un relevé de notes et dire ça c'est équivalent à ce cours ici au Québec. Non, il veut savoir exactement qu'est-ce qui a été enseigné dans chaque cours. Donc, il faut obtenir une liste et description complète des cours universitaires et aussi des projets. Et dans mon cas, ma femme est bien du Guatemala, donc tout son travail, tous ses cours universitaires, tous ses documents sont en espagnol. Il faut payer pour les traduire en français. Ça nous a coûté à peu près 1 700 $ pour faire traduire tous les documents. Après, ça a fait comme un autre 1 500 $ ou quelque chose comme ça pour envoyer les boîtes au CCA et payer les frais d'évaluation. Donc, ça prend beaucoup de temps et c'est assez cher. Donc, quelqu'un qui vient ici, il essaie de recommencer la carrière, pas beaucoup d'argent parce que ça prend beaucoup d'argent pour immigrer. C'est déjà, le fardeau économique est déjà assez lourd. Donc, on est assez privilégié, on pouvait le faire, mais pour beaucoup de gens, je sais pas s'ils peuvent payer tous ces frais de traduction, de frais d'évaluation. Et puis, ça aurait dû prendre 3 mois chez le CCCA. Maintenant, elle a envoyé son dossier en septembre. Maintenant, on est en mars. Donc, quand on a essayé de l'appeler pour déterminer quel exactement est le statut, il dit c'est en attente. Donc, quand on retarde l'insertion à l'emploi comme ça pour les immigrants, ça retarde aussi l'économique. Et ce qui je comprends pas, OK, on a nos arguments. Le Québec a fait ses arguments contre le regroupement familial. Mais le Québec parle toujours des travailleurs économiques. Il pense que c'est la catégorie qui va sauver le Québec, résoudre les problèmes au Québec. Mais il faut se rendre compte que les travailleurs économiques, ils vont aussi être pris dans toutes ces démarches-là. Parce que si quelqu'un est accepté, si le Québec dit on a besoin d'infirmiers, on a besoin des gens de la construction, ils acceptent ces gens-là comme travail économique spécifiquement parce qu'ils ont les profils nécessaires.
Puis ces gens-là, ça prend 5 ans. On a lu ça dans un article publié par l'association de la construction du Québec. Ils ont publié un article de quelqu'un qui venait de la Chine, je pense, que cette personne-là a dit que ça a pris 5 ans pour faire toutes les évaluations et aussi des cours universitaires supplémentaires pour obtenir un permis. Donc, si on ralentit les gens comme ça, les gens, ils vont arriver au Québec et le Québec a l'intention que ces gens-là réussissent dans certains domaines, puis ils peuvent pas réussir parce que ça coûte trop, ça prend trop longtemps. Et pendant ce temps-là, la personne est obligée de prendre un autre travail. Comme maintenant, ma femme travaille pour la ville de Montréal comme une surveillante d'installation. C'est pas de tout sa carrière, mais elle avait besoin d'une source de revenus dont les gens, ils vont prendre des emplois dans un café ou peut-être en nettoyant les salles de bain, les toilettes, quelque chose comme ça. Et ça aussi, ça prend du temps. Donc, s'ils travaillent dans des endroits comme ça, ils ne peuvent pas continuer l'évaluation de leur carrière. Donc, c'est vraiment, la situation est assez complexe, mais au bout du tunnel, en fin de compte, il y a un très gros risque que ces travailleurs-là, ils vont pas entrer dans le marché du travail pour résoudre les problèmes dans le domaine avec la crise de logement, les soins de santé. Et puis, le gouvernement du Québec va continuer à blâmer des immigrants. Ils sont paresseux, ils travaillent pas, ils apprennent pas le français, ça marche pas. Mais en même temps, ils soutiennent beaucoup, ou ils disent que s'ils soutiennent les travailleurs économiques. Donc, c'est vraiment un paradoxe, à mon avis. Mais c'est ce qu'on a vu. Une question d'un auditeur. Quand vous dites, cette question vient de Lavaille, quand vous dites petits-enfants, on parle d'enfants inclus dans le parrainage ou si le parrain a déjà un enfant? C'est si le parrain ou le demandeur a déjà un enfant. Pardon, OK. Enfant, ça veut dire l'enfant des parents. Petit-enfant, oui, si on a un petit-enfant, c'est-à-dire nos enfants ont des enfants, et ces personnes-là sont ajoutées au dossier en tant que personne à charge, oui, il y a l'évaluation financière qui est en vigueur. Oui. Monsieur Moukaï, revenons sur cette situation des professions réglementées au niveau du Québec. Est-ce que c'est une situation propre au Québec ou alors c'est la même chose dans toutes les provinces du côté anglo-saxon? Je pense que il y a toujours l'évaluation des compétences chez quelque chose de mondial parce que je sais qu'en chaque pays, il faut faire des évaluations. Ma femme, elle a la double nationalité guatémaltèque et hondurienne. Et elle a fait ses études au Guatemala et même quand elle est retournée au Honduras, elle pouvait pas, elle devait faire une sorte d'évaluation, je sais pas exactement quoi, mais ses expériences n'étaient pas immédiatement reconnues. Donc, il est compréhensible qu'au Québec, dans n'importe quel autre pays, il y a ce genre de compétences. Je pense que l'évaluation des compétences, c'est important et il faut pas nécessairement sauter cette étape parce que quelqu'un qui travaille dans la construction au Guatemala, par exemple, cette personne-là va pas recevoir une formation de comment installer, comment ça fonctionne le chauffage, par exemple, ou comment construire, mettre de l'installation dans les murs ou construire des toits pour prendre en compte la neige collante, la neige collante ou la neige fondante qui pèse beaucoup sur la structure. Donc, je suis d'accord avec ça. Et au Guatemala, il y a des tremblements de terre. Donc, il faut faire des maisons pour qu'ils puissent résister à ce genre de phénomène. Ici, au Québec, on n'a pas vraiment de tremblements de terre. Donc, je comprends, la formation est différente. Il faut faire c'est pour ça qu'elle doit faire quelques cours universitaires juste pour être alignée avec les normes québécois, comprendre le code du bâtiment qui est un peu différent ici aussi. Donc, on n'est pas contre l'évaluation, mais l'évaluation se devrait
pas prendre autant de temps. C'est ridicule que quelqu'un doit attendre 1 an, 6 mois, 1 an juste pour faire évaluer son éducation. Quand le MIFI a fait une évaluation de son diplôme, qui est pas la même chose qu'évaluer si elle peut avoir un permis d'exercice, ça a pris 50 jours ouvrables. Ça, c'est pour moi, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est pas autant que le CCCA, le Conseil de la construction du Canada, qui prend 6 mois plus. C'est juste, on peut pas mettre les gens en attente comme ça. Ça nuit à l'économie, ça nuit à la bien-être des familles, au bien-être des familles. C'est pas juste les immigrants qui sont touchés, c'est toute la société québécoise. Donc, le gouvernement doit comprendre, ça c'est la première chose, à mon avis, le gouvernement doit avouer qu'il y a un problème. Parce que maintenant, le gouvernement comprend pas qu'il y a un problème, pense que c'est la faute des immigrants, que nous, on est paresseux, ou on veut pas travailler. Mais c'est pas du tout le cas. Et il faut comprendre pourquoi ces autres professionnels, ils prennent beaucoup de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation qui doit être faite chez des employeurs. Je sais qu'ici, à Montréal, où je suis, les employeurs devraient être un peu plus ouverts à embaucher des immigrants, mais ce qu'on a trouvé, c'est un très, très gros défi pour l'immigrant. Si on envoie un CV qui n'a pas de l'éducation canadienne ou de l'expérience professionnelle canadienne déjà sur le CV, c'est-à-dire qu'il s'agit de notre premier emploi ici au Québec ou au Canada, les emplois, ils écartent le CV parce qu'ils honnêtement, je sais pas pourquoi, peut-être dans leur tête, ils disent, cette personne-là, il peut pas apprendre comment ça fonctionne au Québec, ou je veux quelqu'un qui est vraiment comme, dans ma tête, québécois, qui est bien établi ici. Même moi, je viens des États-Unis, ça c'est mon pays d'origine, et on pense normalement que entre les États-Unis et le Canada et le Québec, la culture est très semblable. Mais même moi, quand j'essayais de trouver mon premier emploi, je recevais souvent en entrevue des gens qui disaient « Ouh, est-ce que vous allez rester ici ou est-ce que vous allez décider après un an que le Québec, c'est pas pour vous, vous allez retourner chez vous? Est-ce que vous êtes réellement ici à Montréal? Est-ce que vous êtes ailleurs? » Parce qu'on faisait c'était pendant la vague d'Omicron, fait qu'on faisait des entrevues par Zoom. Donc, ils me demandaient si j'étais réellement ici, quel était mon statut, si j'avais le droit légal de travailler ici, même si j'ai mis dans ma lettre de présentation, je suis un résident permanent, je viens d'arriver, ils disaient toujours, est-ce que vous cherchez des papiers? Donc, il y a comme une attitude qui est pas vraiment, qui est un peu suspecte, mais je pense que ils sont pas, peut-être ils sont pas, je sais pas si je veux dire, ils sont pas habitués à embaucher des immigrants, mais je pense que les gens doivent comprendre que les gens qui arrivent ici, on arrive ici pour aider l'économie, on peut contribuer à résoudre les problèmes avec les crises de logement, les hôpitaux, mais quelqu'un doit commencer quelque part. Et surtout si on fait toute l'évaluation en évaluant notre métier réglementé et on a le feu vert du gouvernement du Québec pour venir ici, pour s'installer ici et avoir un permis d'exercice si le cas échéant, ça devrait être plus rapide et plus facile que ce qu'on voit actuellement. Dans 2 correspondances rendues publiques en prélude à la rencontre annoncée pour le 15 mars prochain entre les premiers ministres du fédéral et du Québec, le collectif pour lequel vous êtes membre appelle à un dialogue constructif sur la politique du regroupement familial au Québec. Croyez-vous vraiment que ce dialogue soit possible, M. Mukai? Vous parlez du dialogue la semaine prochaine. Oui, je pense que le gouvernement peut toujours dire oui. Je pense qu'avec le fédéral, c'était un peu plus facile. Je dirais, on est en communication avec le cabinet de Mark Miller. Avec le gouvernement provincial, ça a été beaucoup plus difficile. On continue à essayer. On a poussé à plusieurs reprises d'avoir une conversation directe avec la ministre Fréchette. On a réussi
avoir une réunion, au moins une réunion avec son cabinet, mais elle n'était pas présente, même si quelques mes collègues l'ont vu au Parlement, puis elle a dit que oui, elle nous a rencontrés. C'était pas elle personnellement qui l'a fait. Donc, on garde l'espoir que ça va, la relation, la communication va être plus ouverte avec le gouvernement du Québec, mais maintenant, ça reste plus un enjeu. Et je pense qu'avec le discours après l'annonce de Mac Miller, peut-être ça pourrait même être 90%, 100% discussion avec le Québec à partir de là. Dans la correspondance, je dirais pour le regroupement familial et la résidence permanente, je sais qu'on a beaucoup de membres qui ont un autre problème avec les visas visiteurs, donc ça reste fédéral. Donc, on ferme pas les discussions avec le fédéral parce qu'il y a plusieurs autres programmes dont nos membres ont besoin, comme le permis de travail ouvert et les visas visiteurs et les fiches de visiteurs qui sont des extensions pour les gens qui doivent rester ici à cause des retards. Donc, tout ça est géré par le fédéral. Donc, on continue à travailler avec le fédéral aussi pour arriver à une solution. Ça veut dire que le fédéral a une grosse part de responsabilité dans cette situation-là. Oui, je pense que le fédéral, ce qu'il essaie de faire, c'est de réduire un peu le fardeau qui est sur leurs épaules et mettre plus d'emphase sur le Québec. Mais c'est le fédéral qui contrôle les permis de travail et les visas de visiteurs qui ont une très grande incidence sur ce qui se passe avec nos membres. Monsieur Mukae, nous tirons vers la fin de cette émission. Dernière question, est-ce que vous avez un message pour des membres qui attendent le rétablissement de cette situation-là? Oui, je dirais qu'on continue ici à Québec Réunifié, on continue à travailler, on continue on continue à lutter pour les familles québécoises. Je vais préciser, pour qu'il y ait aucune confusion, qu'on parle des familles québécoises. Le gouvernement du Québec essaie toujours de détourner un peu la conversation en disant que ce sont des gens économiques ou on peut ajouter ces gens-là ou une application de travail économique. C'est pas du tout le cas. On parle des Québécois, des Canadiens, des gens qui sont ça c'est leur pays. Ils veulent juste faire venir les enfants et leurs époux et leurs conjoints. Donc, on continue à lutter pour les familles québécoises malgré ce qui se passe actuellement et on veut continuer à pousser pour que toutes les familles puissent être regroupées, réunifiées le plus rapidement possible. Je sais que c'est difficile. Je pense que ma collègue Marie, elle travaille beaucoup avec les actions à prendre, comme les lettres à écrire. On avait aussi des pétitions et d'autres sondages juste pour avoir une bonne idée du poids démographique de nos membres pour les présenter au gouvernement à faire notre cas. On travaille avec beaucoup plus d'organisations qui font plus de recherches sur la situation d'immigration. Puis, on aimerait dire à nos membres qui gardent l'espoir, qui restent patients, mais aussi s'ils peuvent nous aider avec les démarches. Je sais, avec les lettres, on a vu que ça a vraiment marché. Au bout du compte, pendant le temps des fêtes, on avait envoyé ensemble collectivement des centaines de lettres et ça a vraiment poussé les politiciens à réagir. Maintenant, le terme Québec réunifié est entré au Parlement, les gens le parlent, les politiciens l'utilisent ouvertement, on a vu ce nom-là dans les journaux. Donc, ça aurait pas été possible sans les actions de nos membres. Donc, je veux juste encourager nos membres de continuer à travailler avec nous et de vraiment pousser parce que ça fait une différence. Même si c'est juste une lettre ou un don, une petite action, une manifestation, ça aide vraiment avec la cause.
Immigration FM et son équipe vous remercie d'avoir accepté son invitation et souhaite bon courage à Québec réunifié. L'émission de ce jour a été présentée par votre humble serviteur Norbert Chanangate, journaliste et consultant réglementaire en immigration canadienne, assisté de notre correspondance Afrique centrale, la journaliste Fanny, notre spécialiste des réseaux, et naturellement du chef d'orchestre, l'homme sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu, Alain Ziguet. Nous comptons vous revoir le prochain samedi. Que Dieu nous plaise. Aïe, aïe, aïe. Pauvres immigrés. Pourtant, c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Mandjunga. Donnez-moi encore un whisky. Travailleurs immigrés. Travailleurs immigrés. À tous mes amis d'Afrique. Chauffez, balancez, chauffez.